Ils sont venus défendre le service public. Devant le centre des finances publiques de Sarreguemines, une quinzaine de représentants du personnel et d'agents se sont rassemblés. Ils manifestent pour alerter la direction et les contribuables de la situation du centre et faire part de leurs difficultés. Ils réclament plus de moyens humains pour accomplir leur mission. À l'heure actuelle, physiquement, il y a 5 personnes sur le service des impôts des particuliers et 4 personnes sur le service des impôts des entreprises. Donc on a divisé quasiment par 2 en très peu de temps avec les départs à la retraite, les concours et les mutations. En fait, au fur et à mesure des départs à la retraite, ils ne sont pas remplacés, tout simplement. Ce qui fait que les effectifs se réduisent, ce qui fait que, au niveau de l'accueil, c'est problématique de l'accueil du public. L'intersyndicale alerte aussi sur le fait que le service public s'éloigne de la population avec la fermeture des antennes dans le secteur. On est déjà dans un arrondissement où on a fermé Rohrbach-les-Beach et Volminster. Là, on a des grosses craintes sur Sarreguemines. Il faut faire des économies, ça c'est clair. Sauf que les économies, elles se concentrent beaucoup, et en particulier à la DGFiP, où on est, nous, l'administration, où on a supprimé le plus d'emplois. Dans l'hypothèse où le centre de Sarreguemines devait fermer, les contribuables devraient se déplacer à Forbach pour le service des impôts pour les particuliers et à Saint-Avold pour les entreprises. Lors du rassemblement de ce matin, le directeur du centre est venu rencontrer les manifestants. Avant la fin de l'année, d'autres manifestations seront prévues à Sarrebourg et à Saint-Avold. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. À prendre les gestes pour sauver des vies. À l'occasion de la journée mondiale des gestes de premier secours, la Croix-Rouge a organisé un atelier de sensibilisation au centre-ville de Sarreguemines. Les participants ont pu bénéficier d'1h30 de formation pour connaître les bonnes attitudes à adopter en cas de premier secours. Cette initiative répond à une certaine logique. L'objectif national, c'est d'atteindre 80% de la population française qui soit formée au premier secours. Aujourd'hui, on est très en retard, on le sait, mais c'est un objectif qui est atteignable. Donc les journées mondiales des premiers secours, ça participe à la sensibilisation du grand public à l'importance de se former aux gestes de premier secours. Alors ça va être des victimes qui vont être conscientes, qui respirent ou qui ne respirent pas. On va parler de l'AVC, on va parler des risques climatiques. Au total, une cinquantaine de personnes ont participé à cet atelier. Le but étant aussi de faire découvrir le quotidien des secouristes de la Croix-Rouge et le matériel à utiliser en cas de besoin pour ce sujet qui concerne absolument tout le monde et même les plus jeunes. Alors j'ai fait le massage cardiaque et j'ai fait le défibrillateur. Alors avec ça, oui. Et j'ai appris comment on appelle les secours. Alors c'est important parce que si une personne ne te répond plus, en fait, il faut faire le massage cardiaque pour le cœur il rebat. À l'issue de ces 90 minutes, les participants qui le souhaitaient ont pu s'inscrire à une formation plus longue. Aujourd'hui en France, seuls 10% de la population estiment maîtriser parfaitement les gestes de premier secours. On prend de la hauteur. Ce week-end, l'aéroclub de Sarreguemines a organisé ses traditionnelles journées portes ouvertes. De nombreuses animations étaient proposées pour les petits comme pour les grands. Les visiteurs venus en nombre ont pu admirer les différents modèles d'engins qui étaient exposés à l'intérieur du parc. Avions, ULM, planeurs ou encore pendulaires, il y en avait pour tous les goûts. Les baptêmes de l'air étaient aussi au rendez-vous pour ce week-end chargé. Un moment unique dans le ciel sarregueminois pour découvrir toutes les sensations que cela procure et peut-être pour certains découvrir une nouvelle vocation. Non, on aura un binôme, un qui porte la poubelle, un qui a la pince, et après on inverse quand on marche. Un nouveau rassemblement de gilets jaunes à Sarreguemines ? Pas du tout. Il s'agissait de la première EcoFest, une journée consacrée au ramassage des déchets aux abords du centre-ville. L'initiative, lancée par Jérémy Piquet, responsable du collectif pour un service civique européen, a réuni 17 bénévoles samedi. Armés de pinces et de sacs poubelles fournis par la ville, ils ont collecté près de 130 kilos de déchets répartis dans 11 sacs. Ça y est, c'est fait. Les 80 carreaux qui composent le panneau décoratif Cléopâtre ont tous été restaurés et ils sont désormais assemblés. L'œuvre acquise notamment grâce au mécénat appartient désormais au musée de Sarreguemines. Quand il a eu l'opportunité d'acquérir cette œuvre, le conseil municipal, à l'unanimité, a sauté sur l'occasion.
Le sujet était déjà emblématique parce que c'est Cléopâtre et puis la qualité artistique est indéniable. D'autant que ce panneau décoratif est made in Sarreguemines. Cette œuvre signée Alexandre Sandier a été fabriquée par la manufacture à la fin du 19e siècle. Elle est considérée par la municipalité comme une petite Joconde. Une pièce majeure et très belle et on invite les Sarregueminois à venir découvrir ce panneau. Car ce panneau sera visible de tous et gratuitement les 20 et 21 septembre lors des Journées européennes du patrimoine. Ce sera l'une des nouveautés proposées aux visiteurs par les musées de Sarreguemines. Une visite flash sera créée autour de ce panneau décoratif en céramique Cléopâtre, mais d'autres pièces bénéficieront aussi d'une attention particulière pour livrer aux visiteurs tous leurs secrets. Lors de ces Journées européennes du patrimoine, d'autres animations entièrement gratuites seront également proposées au public, comme une conférence sur la friche des faïenceries, des visites du jardin des faïenciers, du conservatoire et des archives municipales, ou l'ouverture exceptionnelle du pavillon Paul de Geiger. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vendredi je vous ai demandé quelle était la commune la plus à l'ouest de la Casque et dans les commentaires on m'a proposé Houndelin et ça aurait presque pu être le cas jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle les communes de la communauté de communes de l'Albe des Lacs ont rejoint la Casque, ajoutant ainsi 12 communes et faisant de Nélin la commune la plus à l'ouest. Bravo à Raymond qui a trouvé la bonne réponse dans les commentaires. Et ma question du jour est une vidéo, saurez-vous reconnaître cette commune grâce à cette prise de vue aérienne? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, une amélioration se profile, mais la journée de demain sera encore en demi-teinte. Le ciel sera toujours très nuageux et ne laissera passer que de très courtes éclaircies. En soirée, quelques averses sont même possibles. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés seulement. Demain, nous fêtons les Edith et il fera jour de 7h08 à 19h44. Passez tous encore une très bonne journée et à demain! Adeome Pro, votre expert du nettoyage à Rohrbach-les-Beach, propose des prestations adaptées aux besoins des entreprises, collectivités et particuliers. Nous intervenons sur le pays de Beach, Sarreguemines et l'Alsace proche. Mission ponctuelle ou régulière, on s'adapte à vos besoins. Adeome Pro, la propreté, c'est notre priorité. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rapprochement de 2 structures qui vont être regroupées à Sarreguemines sur un même site, l'EHPAD Notre-Dame du Bloberg et le DITEP Vincent Paul. Pour en parler, se trouvent à mes côtés les directeurs de ces 2 entités, à savoir Sandrine Jagère pour la maison de retraite. Bonjour. Bonjour, et Philippe Leroy pour le dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Sandrine Jagère, jeudi après-midi a eu lieu un moment très important avec la pose de la première pierre du site où vos 2 structures seront rassemblées à proximité de votre maison de retraite et de la chapelle du Bloberg à Sarreguemines. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Alors beaucoup d'enthousiasme, c'est le mot qui vraiment a été fédérateur tout au long de l'après-midi. Un moment d'échange entre nos 2 structures, mais aussi entre nos usagers et nos salariés, puisque tout le monde a été vraiment investi et a réalisé vraiment que le projet se concrétise maintenant. Donc beaucoup d'enthousiasme. Et vous, Monsieur Leroy ? Eh bien, c'était une attente, puisque ce projet il a émergé en 2020. Donc, la pose de la première pierre marque ce lancement, même si les travaux ont commencé en mars. Donc, de l'attente et puis de l'enthousiasme aussi, comme peut dire Madame Jagère. Oui, il a fallu du temps pour réaliser ce projet parce que le montant est important. Hein. On est sur du 10 millions d'euros. Donc, ouais, effectivement, on imagine que c'était compliqué de réunir les fonds dans cette période en plus compliquée. Vous l'avez depuis 2020, ce projet, il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Ça répond à un besoin de notre structure et puis des opportunités qu'on pourra peut-être reparler après. Qu'est-ce qui va se passer concrètement du coup ? C'est vous, le DITEP, qui allez vous déplacer et vous installer au niveau de la maison de retraite autour ? Exactement. On est actuellement dans l'hôpital du Parc depuis 2010 avec des évolutions dans les différents locaux. Nous sommes très à l'étroit dans ce bâtiment et puis il manque certains éléments, notamment dans les bureaux, dans l'accueil des classes, dans l'extérieur aussi. Donc, et puis nous avons eu l'opportunité, et Madame Jagère en pourra en reparler, de pouvoir venir s'installer sur le site de l'EHPAD, d'occuper ce qu'on appelle la maison des sœurs, et puis un terrain qui est en proximité de la chapelle. Autant une maison de retraite, on arrive assez bien à identifier quelles sont les personnes accueillies et quelles activités elles font. Autant un DITEP, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure ? Alors, comme vous l'avez précisé, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui fonctionne en dispositif depuis quelques années. Donc, on accueille des enfants qui ont des difficultés psychologiques. Alors, derrière ce terme, on retrouve des enfants qui ont des troubles du comportement, qui peuvent avoir des angoisses. Et ces troubles se manifestent principalement dans leur milieu qu'ils fréquentent, notamment l'école, le milieu familial, mais aussi tous les espaces que l'enfant et l'adolescent, puisqu'on accueille des enfants l'agrément nous dit entre 3 et 20 ans, en gros de 6 à 16 ans, 17 ans, donc qui ont ces difficultés. Donc nous travaillons notamment sur le versant scolaire, mais aussi avec les familles pour travailler sur ces troubles. Et il me semble, Sandrine Jagère, que vous travaillez déjà avec les enfants de l'ITEP. Oui, on a déjà l'occasion de se voir régulièrement tout au long de l'année, soit pour des activités ludiques, sur du travail intergénérationnel également, de la réminiscence pour les résidents, soit au moment des repas, puisque la classe vient déjeuner au sein de notre résidence autonomie Les Marguerites, mais également de manière délocalisée, quand nous allons rendre visite aux enfants directement dans leur salle de classe. Donc on se voit. Il y a plus ou moins un parrainage au fil du temps un petit peu qui se crée entre les enfants. Et là, l'attente est maintenant sur de la spontanéité, puisque la partie sportive qui sera aménagée pour le DITEP permettra aussi aux résidents de se balader dans un petit parcours arboré et d'échanger avec les enfants de manière très spontanée. Donc c'est vraiment encore des échanges plus personnalisés, plus spontanés qu'on attend. Et qu'est-ce que ça apporte à ces 2 publics, personnes âgées et jeunes, cet échange entre eux ? Alors cet échange est toujours vraiment riche en émotions, en apprentissage, puisqu'il y a aussi un partage des savoirs et une discussion en termes de génération bien sûr, mais aussi en termes de manière un petit peu plus justement spontanée à nouveau, pour des ateliers, des activités qui font chaud au cœur aux résidents. Alors on pense forcément à des choses un petit peu couture ou des choses un petit peu plus traditionnelles qui concernent les résidents, mais aussi des sorties pétanques, des sorties sportives. On a des échanges et on sent que les enfants sont vraiment dans une attente aussi
de cet échange plus direct avec les résidents. Donc c'est quelque chose que les résidents apprécient énormément. Ça, pour certains résidents qui ont des familles loin aussi, ça rapproche les générations, ça rappelle des souvenirs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plébiscité. Et au niveau des jeunes aussi, du coup, ils peuvent échanger et se sentir soutenus. Il n'y a déjà pas d'enjeu. Souvent, dans les relations qu'ils peuvent avoir, il y a des enjeux. Là, avec les personnes, il n'y a pas d'enjeu. C'est un espace de valorisation. C'est un espace aussi de transmission, ce qu'a pu dire Madame Jagère. Et puis, ça nous laisse aussi des opportunités aussi d'espace de stage, de pouvoir aussi expérimenter des jeunes qui potentiellement peuvent être en apprentissage autour de la restauration, tout du service à la personne, et puis d'autres espaces qu'on peut retrouver sur l'EHPAD. Donc pour nous, c'est un plus. Ça fait quelques années qu'on l'expérimente et on n'a que de la satisfaction. Donc c'est vraiment un projet intergénérationnel et c'est comme ça qu'on le présente, qui est très valorisant pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce à quoi ce projet va ressembler? Est-ce qu'il y aura des bâtiments de construits, des bâtiments de restaurés? Qu'est-ce qu'il y aura au final? Alors pour l'établissement, c'est un petit peu différent du DITEP, puisque pour le DITEP, c'est vraiment quelque chose dans la réhabilitation d'un lieu qui est riche en histoire et en patrimoine, puisque c'est la Maison des Sœurs, comme le disait Monsieur Leroy, qui va être occupée par certains espaces administratifs, des salles de travail, etc. Et la construction d'un pôle de nuit. Il l'expliquera peut-être mieux que moi, mais il y a vraiment un pôle de nuit, donc de la nouvelle construction. En ce qui concerne notre établissement, pour la maison de retraite, nous avions un agrément pour le PASA, un pôle d'activité de soins adaptés, qui ne pouvait être exploité puisque l'architecture du bâtiment ne le permettait pas. Donc là, nous allons pouvoir réorganiser notre structure, réaménager nos locaux pour vraiment créer cet espace de PASA qui accueillera des résidents avec des troubles du comportement qui pourront être dans un espace sécurisé, avec des activités thérapeutiques, avec du personnel formé. Donc c'est une prestation qu'on ne pouvait pas proposer jusqu'alors, qu'on pourra proposer à la journée au sein de l'établissement. Il y a aussi tout un volet réorganisation donc, des flux, mais aussi pour suivre un petit peu la réglementation qui évolue, des panneaux photovoltaïques, donc avec le souci vraiment de la préservation de l'environnement, on est vraiment dans une démarche d'amélioration de nos pratiques, mais aussi de pouvoir proposer des outils performants aux salariés et d'utiliser les nouvelles technologies à notre disposition. On va également sécuriser l'accueil. C'était vraiment une demande et une attente, aussi bien de nos partenaires que des familles et des usagers. Donc on aura la possibilité d'avoir maintenant un accueil dédié. Quand les résidents ou les visiteurs arriveront, ils seront accueillis par un accueil beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sécurisé pour la déambulation des résidents. Justement, cet accueil de nuit, Monsieur Leroy, à quoi il va ressembler ? Alors là, c'est une construction. C'est un bâtiment dit passif. Ça a été pensé par l'architecte, M. Guilch. Donc c'est un pôle de soirée. Donc on va accueillir. Ça va être un accueil d'une vingtaine d'enfants et d'adolescents. Donc c'est de l'accueil de semaines. Donc un bâtiment qui va se fondre dans l'espace et en proximité de la chapelle. Donc ça va permettre d'avoir des espaces très clarteux. Donc c'est un plus pour les jeunes en hébergement et qui est ouvert vers l'EHPAD. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'architecte l'a pensé comme ça. Il est rattaché par une passerelle avec le bâtiment dit Maison des Sœurs. Et dans le bâtiment dit Maison des Sœurs, puisqu'on accueille des jeunes en hébergement, mais des jeunes aussi en accueil de jour, et ce qu'on appelle en ambulatoire ou en CESAD, donc où les familles et les jeunes viennent pour ce qu'on appelle des soins. Alors c'est pas des soins primaires, mais des soins que l'on retrouve, que ce soit thérapeutique ou éducatif. Donc dans la Maison des Sœurs, avec la dimension de ce pôle ambulatoire, la dimension de l'accueil de jour, la dimension aussi d'espace direction, les thérapeutes qui seront aussi présents, donc, et puis un espace qui est réaménagé derrière la Maison des Sœurs avec un petit terrain de sport et qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite, et ce qui est un plus. Peut-être à rajouter aussi, nous avons pensé aussi le projet avec des espaces mutualisés. Les salles de réunion et autres sont des espaces mutualisés. Ça permet de pouvoir se coordonner, mais aussi de réduire les coûts et puis de pouvoir faire aussi, réfléchir aussi à terme aussi à des postes aussi mutualisés, puisque Madame Javert parlait de troubles du comportement, j'en ai parlé aussi. Il y a peut-être des choses à réfléchir sur certains métiers qui composent nos structures.
Donc vous l'expliquez, finalement, ce rapprochement est naturel parce qu'il y a déjà des liens entre les jeunes de l'ITEP et puis les résidents de l'EHPAD, donc du Blauberg. Ils seront donc renforcés avec la création de ces deux structures. Donc je crois que la sortie de terre et l'inauguration de ce bâtiment est prévue pour le premier semestre 2027. Et finalement aussi, ce lien entre vos deux structures, il est quelque part évident parce que vous avez la même autorité de tutelle quelque part, c'est à la Fondation Vincent de Paul, c'est ça? Et puis, on a aussi un financement qui est l'ARS, même s'il y a un autre financement pour le CD. Mais voilà, on a un seul employeur, la Fondation Vincent de Paul, qui a 4 secteurs d'activité, et notamment sur 3 départements, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin. Donc la santé, le secteur personnes âgées, l'enfance et le secteur solidarité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci. Et on attend avec impatience de voir du coup la réalisation de ce projet qui devrait donc être inauguré au premier semestre 2027. Et puis je vous invite également à nous faire part des grandes avancées de ce chantier, comme ça on pourra venir les filmer avec nos caméras. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci. Bienvenue dans l'Actu Sport, on va faire ensemble le tour des derniers résultats sportifs. On démarre par le foot. Le 3e tour de la Coupe de France se tenait ce week-end. Le Sarreguemines FC s'est déplacé à Lixin-Val-Lanin, équipe de 2e division. Le résultat était sans appel, 1-9. Le SFC poursuit donc l'aventure de la Coupe de France. En championnat, les résultats sont moins réjouissants. Un peu plus tôt dans la semaine, mercredi, le SFC s'est rendu à Forbach pour le championnat de Régional 1. Et encore une défaite, 2-1. Alors un point sur le classement après la 4e journée. Le SFC est descendu à la 11e place sur 14. Le prochain match sera à domicile ce samedi contre Illkirch Grafenstaden, avant-dernier au classement. La victoire sera essentielle. L'AES 08 s'est quant à elle lancée dans la Coupe du Grand Est. Elle a affronté Alstin et c'est une victoire pour l'équipe d'Aren et Tain-Schmid-Villers, 0-4. Prochaine rencontre pour le championnat de Régional 2, ce sera à domicile contre Merlebach ce dimanche 21 septembre. Vous avez pu le voir dans notre journal tout à l'heure, le club espoir aéronautique de Sarreguemines a ouvert ses portes au public ce week-end. L'occasion pour nous d'y rencontrer Victor Malik. Il a remporté cet été le titre de champion d'Europe en Hongrie en classe 18 mètres. On revient avec lui sur cette consécration. C'était ma première compétition internationale dans la catégorie senior. Donc je ne savais pas trop comment me projeter, je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose, je ne m'attendais pas à gagner. Après voilà, donc la première épreuve s'est bien passée, donc on finit, donc on était 2 Français engagés dans la catégorie, donc la classe 18 mètres. Donc classe 18 mètres, c'est des planeurs de 10 mètres d'envergure comme celui qu'il y a ici. Et donc en fait on finit premier, deuxième la première épreuve, mais bon oui, on sait qu'il reste encore 2 semaines de compétition. Et voilà, c'est un sport où en fait il faut quand même être très régulier. Et tous les jours terminer les circuits et être bien, parce qu'en fait il faut savoir que dans le planeur, on ne peut pas gagner le championnat sur une épreuve, par contre on peut la perdre, on peut perdre le championnat sur une épreuve. Donc en fait il faut toujours garder ça en tête, que le championnat n'est jamais fini et que même si on est devant, rien n'est acquis et qu'il faut garder la tête froide et se concentrer pour les prochaines épreuves. Et du coup les autres épreuves sont bien passées, donc toujours constant. On a toujours réussi à être bien placé pendant les épreuves, pas prendre trop de risques, toujours être globalement avec le paquet ou saisir les opportunités quand on l'a fait. Et du coup, ça s'est bien placé. Donc j'ai gagné 3 épreuves sur les 8 et une où j'ai fini 3e. Très belle satisfaction. Donc c'était très dur mentalement parce que du coup en fait j'étais premier au général toute la compétition et forcément au fur et à mesure, ça joue sur le mental et il fallait tenir. Et du coup, ouais, franchement, très content. Et voilà. Puis au vu du niveau, j'étais pas sûr de ce qu'on pouvait faire. Et finir premier, deuxième au championnat d'Europe, franchement, c'est super satisfaction. Et on espère qu'un autre local va bientôt recevoir une nouvelle médaille. Jan Schrupp participera ce vendredi au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Il prendra le départ du 5000 mètres. Hier, son ami et confrère Jimmy Gressier a été sacré champion du monde sur le 10 000 mètres, un véritable exploit. Il est le premier Français à remporter la médaille d'or sur cette distance. On croise les doigts pour que ça donne des forces à Jan Schrupp. Réponse le 19 septembre. Et il pourrait y avoir d'autres champions. 3 lutteurs du club de Sarreguemines sont actuellement à Zagreb pour les championnats du monde. Kamzat Arzamerzouev et Adlan Viskanov avec l'équipe de France en lutte libre et Jamal Valizadeh avec l'équipe des réfugiés en lutte gréco-romaine. Ils vont entrer en compétition cette semaine. On vous tiendra évidemment informé de leurs résultats.
Pour finir, un petit point sur les événements sportifs à venir sur notre territoire. Le club de handball de Sarralbe aura son premier match à domicile ce samedi à 18 h face à Moulins-les-Metz, leur première rencontre dans le complexe sportif refait à neuf. Les inscriptions pour le raid Sarre-Moselle sont encore ouvertes jusqu'au 25 septembre. La compétition à faire en binôme se déroulera le dimanche 5 octobre avec un nouveau parcours composé de VTT, canoë-kayak et course à pied. Le départ et l'arrivée se feront à Bliesbruck. Enfin, la FWC 57, le club de catch de Sarreguemines et environ, organise une nouvelle édition de la Catch Night au Biffen Park à Farébersvillers le samedi 27 septembre. 6 combats seront au programme, dont 3 matchs pour des titres. Les réservations sont à faire sur le site du Biffen Park, elles sont ouvertes. C'est la fin de l'Actu Sport, à très vite sur Mosaïque Cristal.